Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube et ce format de podcast qu'on a décidé de développer avec Alex. Et l'objectif, c'est de se détacher un petit peu de l'investissement immobilier et te parler surtout de notre vision, du fait d'entreprendre en famille, parce qu'on a énormément de questions justement sur notre parcours avec Alex. Et je pense que ça va être intéressant dans ce podcast de pouvoir discuter de tout ça avec toi, vraiment dans un esprit hyper chill, hyper détente. Et tu vas voir à quel point on peut être différent avec le frangin, malgré ce que vous pouvez parfois penser au travers de l'écran. Exactement, donc déjà si tu ne nous connais pas, donc Alexandre, Anthony, on est frères, comme le disait Anthony. Je suis le petit frère, on a investi dans l'immobilier, donc pour ma part à 19 ans, Anthony a 22 ans. Donc de ça, il y a un parcours qui a été semé d'embûches, on a eu énormément de choses qui se sont passées dans tout ce parcours d'investisseur et aujourd'hui on est aussi entrepreneur. Donc l'idée, comme te le disait Anthony à travers ce podcast, c'est de te partager tout ça en totale transparence, qu'on puisse te partager nos échecs, nos doutes, le fait d'investir entre frères, d'entreprendre entre frères, sachant qu'on n'est jamais d'accord. Donc le but c'est vraiment de te partager tout ça en totale transparence et qu'on puisse t'expliquer voilà, avec une belle discussion tous les deux qu'on n'a jamais eu vraiment. Donc ça va être le but de ce podcast. En fait, l'idée c'est de te partager les backstage en fait. Yes. Parce que tu nous vois sur Instagram en story, tu nous vois parfois sur YouTube. Mais avec Alex, juste avant de préparer ce podcast d'ailleurs, on était déjà même pas d'accord sur le thème qu'on allait prendre pour pouvoir les sujets qu'on allait évoquer avec toi. Donc en fait, on s'est dit, c'est vraiment ça qu'on a envie de te faire transmettre au travers de ce D'ailleurs, podcast. on fait quoi? Déjà, comment ça va? Est-ce que tu es en forme? Est-ce que tu es réveillé? Écoute, ça va, c'était un peu dur ce matin, mais écoute, prêt à partager plein de belles choses à tout le monde. Moi, je pense que ce qui peut être cool, c'est vraiment d'attaquer par nos différences. En fait, parce que moi, c'est vraiment ce que j'ai envie qu'on montre aux gens aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on a une complémentarité et on s'est retrouvés sur certaines choses, mais comme tu le disais, on est vraiment d'accord sur rien. Et je pense que ça vient aussi de l'adolescence, de l'enfance, de l'éducation et de la manière dont on a vécu en fait les choses quand on était plus jeune. Totalement. Et si on remonte un petit peu à l'adolescence, déjà rien qu'au niveau de nos parcours scolaires, c'était complètement différent. Toi, à l'école, je suis pas sûr que tu étais hyper fan de ça. Bien sûr, déjà, je pense qu'on est deux personnalités différentes, donc ça prouve que quand on est frères, on sort du même endroit, mais tu peux être totalement différent. Moi, je t'ai toujours vu, toi, le grand frère, bon à l'école, bon vraiment en tout, t'étais toujours un petit peu meilleur dans tout. Et moi, c'est vrai que j'étais Tu crois que ça a changé ça? Ouais, ça a bien changé. Et justement, on y viendra, vous allez voir. Et donc du coup, moi j'étais le deuxième. J'étais bon au sport, mais t'étais toujours un peu meilleur. J'étais pas bon à l'école. Donc c'est vrai que j'ai eu une place où j'étais au milieu. On a une petite sœur. Et sans parler d'être meilleur, mais je pense que c'était surtout, j'ai eu un parcours plus conventionnel. Tu vois, un petit peu plus rangé, ça cochait un petit peu plus les cases que toi qui étais toujours plus... Non, et puis moi, écoute, toi, tu as eu, on va dire, une enfance où tout se passait très bien, t'aimais bien, etc. Moi, j'arrivais à l'école, j'étais dégoûté, j'étais dépité, je n'aimais pas ça. C'était une corvée pour moi d'aller à l'école. Je comptais les heures, enfin, je me disais, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que je vais pouvoir travailler? Et toi, je me souviens, petit, tu disais, j'ai pas envie de travailler, je veux rester enfant, etc. Et moi, je me disais, mais il est taré. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de devenir indépendant, de travailler, etc. Donc, tu vois, déjà, il y avait un fossé entre ce que tu voulais et ce que je voulais, ce qui était dû, je pense, à nos personnalités. Et toi, je pense et que tu savais même pas trop. Est-ce que toi, tu saurais dire ce que tu... Parce que moi, je me rappelle que, par exemple, quand on était ado, je savais exactement ce que je voulais faire. Moi, je voulais être prof de PS, ce que j'ai réussi à faire derrière, c'était assez... Moi, j'avais l'impression que ma vie, elle était tracée déjà à 13 ou 14 ans, que je savais exactement tout ce que j'allais faire. Je pense que toi, c'était peut-être un petit peu plus flou. Alors moi, je savais pas ce que je voulais faire, mais je savais ce que je voulais. Je voulais de l'argent, je voulais de la liberté et je voulais pas briller, j'ai pas eu des envies de star, etc. Mais je voulais faire des choses qui impactent, je voulais faire des choses qui marquent. Et je me souviens, des fois, je me faisais engueuler par nos parents. Je rentrais dans ma chambre et je me disais, ils verront, je suis pas un âne, je vais réussir ma vie, je vais leur montrer, je vais gagner de l'argent. Donc tu vois, et ça c'était pas l'adolescence, hein, c'était même plus jeune, hein, c'était peut-être quand j'avais 7-8 ans, etc. Tu vois. Donc moi, très petit, j'étais pas bon à l'école, j'avais aucune compétence intrinsèque, j'étais pas bon avec mes mains, j'étais pas intelligent, mais pour autant j'avais des grandes ambitions et par contre je savais qu'il y avait potentiellement, et ça c'est grâce à papa, qui était un peu un profil comme moi, qui était pas bon à l'école et qui s'en est plutôt bien sorti dans la vie avec son travail de commercial, tu vois. Donc ça a toujours été un peu cet échappatoire qui m'a toujours fait me dire, ok Alex, entre guillemets, papa c'est pas trop mal démerdé, il a pas entrepris, il est pas entrepreneur, mais il a une situation qui est pas trop mauvaise pour son bagage scolaire, tu vois. Et pour les gens qui nous écoutent, je pense que c'est hyper intéressant de préciser que en fait tout ça, tout ce que tu as vécu, je pense, moi je le ressens encore aujourd'hui dans tout ce qu'on fait. Tu as quand même développé un esprit de revanche, je trouve, oui, bien sûr. Qui est différent de moi, justement, où moi tu dis ça s'est toujours entre guillemets bien passé, même si, bon voilà, comme tout le monde, t'as des hauts et t'as des bas, mais c'est vrai, moi j'ai été plutôt heureux et tout, jusqu'à que j'ai eu mon concours, etc., et que je me remette en question, ça c'est plutôt, j'ai suivi un peu les étapes naturellement, etc. Mais toi aujourd'hui, tu as ce côté un petit peu plus revanchard, un petit peu plus ambitieux que moi sur certaines choses, et qui vient, je pense, du fait qu'à l'école, c'était compliqué aussi, parce que
t'étais peut-être, et c'est vrai, un petit peu moins mis en avant, un petit peu moins récompensé, un petit peu moins félicité pendant toute cette période. Et tu le ressens aujourd'hui ou c'est juste moi, tu vois, moi je le ressens à fond de l'extérieur, mais toi, est-ce que tu ressens ce petit truc en plus, là, tu vois, cet esprit justement de revanche dont je parle? En fait, j'ai compris un truc assez jeune et je pense que ça parlera à beaucoup d'entre vous où j'étais pas bon à l'école. Par contre, du moment où je suis rentré dans ce milieu du travail, et c'est un peu maintenant, c'est devenu un peu voilà, tout le monde en parle dans l'entrepreneuriat, etc. Mais je suis arrivé dans le monde du travail et en fait, je me suis rendu compte que toutes les compétences qu'avaient les personnes scolaires à l'école ne les avaient pas dans le monde du travail. Et inversement, les personnes comme moi qui n'étaient pas bons à l'école, dans le monde du travail, eh ben, ça se passait pas si mal, si tu veux. Et en fait, c'est à ce moment-là pas que tu prends ta revanche, mais que tu as l'impression en fait d'avoir un second souffle, une nouvelle vie, et tu te dis, ok, là, en fait, C'est mon terrain de jeu. là, c'est mon terrain de jeu. Et ce qui est cool, c'est que ce terrain de jeu, c'est celui-ci qui te rapporte de l'argent. C'est pas quand tu étais à l'école, voilà. Ouais, Et en fait, tu as un monde entre les intellectuels, hein, vraiment, on les met sur un piédestal toute leur enfance, mais le problème c'est que si la personne elle fait pas médecin, elle fait pas un métier qui rapporte énormément, et même médecin, des fois t'as pas toujours des médecins qui gagnent très très bien leur vie, et ben en fait tu te retrouves avec une personne hyper intelligente qui sait pas se vendre et qui sait pas travailler, et du coup qui se retrouve avec 1500 euros, 2000 euros de revenus. Et t'as la personne qui depuis l'enfance s'est cassé la gueule, s'est pris des remarques, etc., qui arrive dans un monde qui lui convient, et là t'as faim. C'est sûr que moi je me rends compte que par rapport à certaines personnes, oui j'ai plus faim. Et c'est ce qui fait que et toi, c'est assez intéressant parce que tu l'as pas eu quand on a investi dans l'immobilier. Mais c'est ce qui fait que la personne qui a eu plein de difficultés quand elle est jeune, quand elle va investir dans l'immobilier, que ça va être dur, elle va continuer. Tu vois, elle va avoir des échecs. Moi, petit, à chaque fois, j'avais l'impression de me dire putain, mais il y a toujours un truc qui me tombe dessus. Tu vois, c'est des trucs cons, mais moi, j'ai entrepris très jeune. J'avais acheté une voiture, je sais pas si tu te souviens, une Mini. J'avais perdu de l'argent parce que je m'étais fait escroquer. Après, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais acheté des vélos. Les vélos, des fois, je me faisais avoir aussi. J'avais acheté des casquettes, je les revendais. Moi, je Et voyais en ça fait, en tant que grand frère. Je me suis dit, qu'est-ce qui tourne, qu'est-ce qui et, fait? et si tu veux, là-dedans, il y a des fois tu réussis, il y a des fois tu t'échoues. Par exemple, un truc bête, quand j'ai perdu mon permis, je suis le seul qui boit pas dans mes potes. Je suis le seul qui me fait sucrer mon permis parce que je me prends un excès de vitesse. Voilà. Alors que mes potes prenaient le volant bourré, etc. Et ils se sont jamais fait arrêter. Bon, bref, c'est tombé sur moi. Il fallait que je roule un peu moins vite. Et encore une fois, à ce moment-là, je me suis dit, putain, mais encore un truc sur moi. T'as la sensation d'avoir toujours eu la poisse. En fait, j'ai toujours eu l'impression que je voulais avancer. Il y avait un truc qui me tombait dessus, tu vois. Je voulais avancer et en fait, maintenant, quand je rencontre des entrepreneurs et des investisseurs, en fait, je me rends compte que c'est pour ça qu'après, ça te fait du bien, qu'il y en a beaucoup qui sont dans mon cas, en fait. Et tu te dis, c'est cette force finalement, tous ces trucs qui t'ont empêché d'avancer parfois, etc. Aujourd'hui, c'est une force. Parce que moi, je vais aller avoir de la ténacité là où certaines personnes n'en ont pas. Et c'est là où tu as été assez... où tu m'as impressionné, toi, quand on a commencé à investir et entreprendre, c'est que toi, tu n'as pas du tout eu ce parcours, mais tu as quand même eu une certaine niaque à te lancer dans tes projets et avancer, etc. Ça, c'est un sujet hyper intéressant. Et moi, c'est un sujet que j'ai envie de porter un petit peu aujourd'hui, on va dire. Moi, si j'ai un petit peu une ambition aussi au travers de l'IMO, c'est que moi, j'aime bien montrer qu'en vrai, peu importe quelle est ta situation ou ton profil, aujourd'hui, si tu as la motivation aussi, que tu prends les bonnes décisions, en vrai, tu peux y arriver. Parce que moi, je considère que toi, les gens, encore une fois, ils vont peut-être apprendre à te connaître avec le podcast, mais tu vois, pour moi, ce que j'appelle le gène de l'investisseur et de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que je pense que c'est en toi. C'est-à-dire que tu es né, on a fait des choses ensemble aujourd'hui, mais tout le monde dans la famille rigole et le sait, même si j'avais pas été là, ou on aurait fait... Tu aurais fait les choses différemment, mais de près ou de loin, tu en serais un petit peu au même stade, je pense, aujourd'hui. Moi, je pense clairement que ce gène de l'investisseur et de l'entrepreneur, je l'ai pas. Je l'ai développé. C'est différent. Je l'ai développé par esprit de compétition vis-à-vis de toi et aussi par challenge. Par challenge, tout simplement, parce que je suis arrivé dans ce monde-là de l'investissement immobilier un petit peu par hasard. Et après, tu te retrouves dans un monde où il y en a un qui a fait un immeuble, tu te retrouves dans un monde où il y en a un qui arrive à faire un pourcentage de chiffre d'affaires, etc. Et moi, c'est vraiment l'esprit de compétition qui m'a rattrapé. Mais ça s'est développé, voilà. C'est la différence entre quelqu'un qui naît investisseur et quelqu'un qui le devient. Voilà. Moi, je pense que tu es né investisseur. Moi, je pense que je le suis devenu, en fait, avec le tard. Et ça, ça vient aussi de pas mal de choses. Et moi, j'aurais pu, je pense clairement, continuer ma carrière de prof de PS et avoir une vie complètement différente. Et tu vois, ça y vient sur un point qu'on ne pensait pas du tout aborder, mais je pense qu'il est intéressant et qui parlera à beaucoup de personnes, c'est l'entourage. C'est l'entourage. Parce que toi, comme tu l'as dit, si par exemple, j'avais pas été à côté, à te challenger, etc., potentiellement, tu aurais eu une vie beaucoup plus conventionnelle. Et le fait d'avoir un frère qui entreprend et qui met des choses en place, tu as eu cette curiosité de te dire mon frangin, c'est peut-être pas bête ce qu'il fait. Et il y a eu ce côté un peu de challenge à te dire ok, moi aussi je vais essayer, je vais adopter. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est même associés. Donc c'est là où je trouve que tu as été bon là-dedans et tu as été curieux. Et l'entourage, il est hyper important parce que tu es avec un frère qui veut être salarié,
ou même qui veut glander, etc., bah, t'as pas du tout le même parcours. Je pense. Non, mais Je bien sûr. pense. Mais je raconte une petite anecdote qui va peut-être faire sourire les gens au travers de l'écran, une anecdote familiale. C'est que nous, on est fans de foot, encore peut-être plus moi, notre père également. Et à l'époque, en rigolant, je crois que c'était à l'époque où j'étais prof et toi, tu étais agent immobilier. Et tu disais, mais un jour, sinon, je vous paierai une loge avec papa et à toi. Et moi, en rigolant, dans ma tête, je me disais, mais c'est inenvisageable, c'est impossible. T'aurais pas accepté que je te paye une loge? Franchement, bah, de toute façon, je l'aurais accepté, j'aurais pas eu le choix. Mais est-ce que je l'aurais bien vécu? Pas sûr. J'en sais rien. Et le problème, c'est que toi, je voyais bien, et c'est normal, tu avais déjà une profession où tu partais sur le commerce, un petit peu comme notre père, donc agent immobilier, etc., qui forcément génère plus de revenus, et tu sens bien que ça commence la mayonnaise à bien prendre. Et moi, même si j'étais très heureux, parce qu'attention, je veux pas que les gens se disent, c'est pas critique tout ce qu'on dit aujourd'hui. Moi, j'étais très heureux aussi dans cette vie que j'avais, et j'aurais été très heureux aujourd'hui, j'en suis encore convaincu. C'est juste qu'après, tu prends des virages. Mais je me suis dit, si je continue comme ça, j'ai un plafond de verre, je vais te bloquer. Et le frangin, effectivement, il va venir me voir dans 5-6 ans et il va m'offrir une loge et je vais mal le vivre. Donc je me suis dit, c'est à moi aussi de me challenger, si j'en ai envie, voilà, si j'en sens la motivation et l'envie, pour essayer de prendre un petit peu ce train-là aussi, comme un peu le père ou comme un peu le petit frère, voir si j'en suis capable ou pas, si c'est un monde dans lequel je peux être bon ou pas, pour essayer de faire en sorte qu'au moins ce soit pas moi ou toi qui paye la loge, mais qu'on puisse tous les deux la payer à notre père, par exemple. Ce qui va sûrement être le cas là, si la SS remonte en Ligue 1. Ça serait cool. Et maintenant, un autre sujet que j'avais envie d'aborder avec les gens dans ce podcast, c'est nos débuts dans l'IMO. Pour qu'on comprenne vraiment comment c'est arrivé, parce que l'idée, bon, elle n'est pas venue de moi. Tu es passé à l'action à 19 ans, avec un prêt étudiant. Je pense que c'est vraiment, ce premier investissement IMO et la manière dont tu l'as fait, c'est l'illustration même de nos différences, de nos similarités, etc. Parce que tu as attaqué avec un prêt étudiant à 19 ans, derrière tout de suite j'ai enchaîné. Mais voilà, explique aux gens un peu, parce que même moi je suis pas sûr de savoir à 100%. À quel moment tu t'es levé le matin en te disant je vais faire un projet immobilier? Enfin, comment c'est venu en fait? Un petit peu. Même moi ça m'intéresse, j'avoue. Écoute, encore une fois, un peu avec de l'échec, etc. Donc, c'était dans ma première année d'alternance. Ça se passait pas très bien. Donc, pour la petite histoire, moi, j'étais agent immobilier en alternance, donc profession immobilière. Donc, j'étais à l'école et chez un patron. Et tu sais, chez le patron, bah, t'es jamais bien mis en valeur. Voilà, il me faisait faire des choses un peu ingrates. Et du coup, c'était ma première un peu expérience au niveau du travail. Donc, je savais que j'avais des compétences. Ça, je l'avais compris. Par contre, je n'étais pas valorisé. La société dans laquelle j'étais, ça me convenait pas. Moi, je voulais gagner de l'argent. T'étais pas challengé? J'étais pas challengé. Il me faisait faire que de la merde, etc. Donc, moi, je gagnais 800 euros par mois. Bah, moi, je voulais plus. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vendre des casquettes, justement, etc. pour faire plus. Et pour la petite histoire, j'avais un pote à moi qui était plus âgé, et il gagnait pas 800 euros, il en gagnait 1000 euros. Parce que tu sais, quand tu es en alternance, tu as des critères d'âge. Et le fait qu'il soit plus âgé, il gagnait plus que moi. Donc, rien que ça, tu vois, moi déjà, ça me dépitait. Je me disais, mais je comprends pas. Enfin, bref. Donc, du coup, pour avoir autant que lui, bah, je vendais des casquettes à côté pour avoir ces 200 euros de plus par mois, etc. Et je me disais, bah, 200, c'est bien, mais il faut que j'aille chercher plus. Et c'est à ce moment-là où je commence à réfléchir, à me dire, mais comment tu peux faire? Et écoute, je sais pas comment, j'ai dû tomber sur un article, je me souviens plus exactement, et je vois ce prêt étudiant. Et je vois que ce prêt, ou non, c'est papa qui avait fait un prêt étudiant. Il avait utilisé ton prêt étudiant pour financer la piscine. Et je me souviens que ce prêt, il avait pu le différer dans le temps, de 1 ou 2 ans. C'est venu de là l'idée? Il me semble, tu vois, en y reparlant et en réfléchissant, ça vient de là. Et du coup, je me dis, ok, bah, papa, il a pu le faire pour une piscine. Bah, pourquoi moi, je pourrais peut-être pas le faire pour un bien immobilier, tu vois? Je regarde les plafonds, je vois qu'on peut investir 45 000 euros. 45 000 euros et que tu peux différer le prêt sur 5 ans. Je me dis, c'est incroyable ça. Donc, moi, ça fait 2 tours dans ma tête. Saint-Etienne, ville pas chère. Si je trouve un studio, que je le mets en location, j'aurai pas commencé le prêt. Donc, un différé de prêt, pour les personnes qui connaissent pas, hein, c'est que tu vas différer ton bien, ton prêt. Donc, tu vas pas payer de mensualité. Donc là, c'était un différé total en plus, donc pendant 5 ans. Donc, c'est-à-dire que la banque te prête 45 000 euros et tu payes rien. Je payais 17 euros d'assurance. Et là, je me suis dit, mais alors, binaire. Tu achètes un appartement, tu le mets en location pendant 5 ans. Et après, bah, tu vois ce que tu fais, quoi. Et moi, l'idée, vraiment, la stratégie, et c'est exactement ce que j'ai fait, finalement, c'est que j'ai acheté un appartement, donc à Saint-Etienne, 32 000 euros, frais de travaux compris, 37 000 euros. J'ai encaissé pendant 4 ans et demi, parce que le temps que je l'achète, je le rénove, etc. 420 euros par mois. Ce qui a fait que j'ai pu avoir un capital d'environ 15 000 euros. Et en fait, le problème, c'est que ces prêts étudiants, c'est sur 10 ans. Donc, tu as 5 ans où tu payes rien du tout. Par contre, les 45 000 euros, tu dois les rembourser après en 5 ans. Donc, ce qui faisait 800 euros de mensualité, ce qui allait m'assommer, si tu veux. Et donc, en fait, à l'époque, je m'étais dit, bah, je prends mes 15 000 euros à peu près de trésorerie et en fait, je revends au même prix dans 5 ans. En fait, c'est quasiment ce qui s'est passé, sauf que j'ai même fait une plus-value, j'ai revendu plus cher.
Et au final, sur l'opération, tu te rappelles combien ça t'a rapporté de bout en bout, en fait, entre les loyers que tu as pu encaisser, plus la plus-value à la revente? Bah, entre 15 et 20 000 euros, je veux pas te dire de bêtises exactes, mais avec la plus-value, Donc, ça j'ai a fait été une plus-value, mais elle était pas énorme, j'ai eu un peu d'impôts, Donc ça a été une grosse rampe de lancement quand même. carrément. Et c'est vrai que moi, à l'époque, j'ai 22 ans, je viens tout juste d'avoir le concours. J'étais dans mon année de stage. Moi, quand je te vois faire ça, forcément, je sens aussi que ça peut être intéressant, etc. Mais ça, autant pour le coup, tu vois, investir dans le premier bien, tu vois, je l'aurais peut-être fait, mais plus tard. Et là, pareil, ça m'a juste mis un petit coup de pression sur le fait de l'âge, le fait que toi, tu le fasses tôt, etc. Je me suis lancé aussi de mon côté. Donc moi, tu signes en quel mois déjà? C'était en 2017? C'était en 2017, ouais. 2017, c'était. Alors, je crois que j'ai signé le compromis en 2016 et j'ai signé la vente en 2017. Et moi, je crois que la vente du premier appartement, c'était en juin. C'était en juin 2017. Bien sûr, moi j'ai eu la vente un peu plus tôt, avril, mai, et on a mis en location à peu près en même temps, parce que toi t'as pas eu de travaux et moi j'ai eu des travaux. Bon. Et il y a une anecdote marrante par rapport à ça, c'est que moi quand t'as acheté à l'époque, je me suis dit mais il est fou. Et ça nous caractérise bien, on en reviendra dans le podcast, sur le fait de foncer. Voilà, et qu'on n'a pas de compétences sur plein de choses. Par contre, c'est vrai qu'on a une compétence, c'est qu'on y va. On y va, ou des fois c'est peut-être un manque d'intelligence de se dire on y va et on réfléchit pas. Et à l'époque, je me suis dit mais moi déjà j'avais investi. Il y avait des choses que je maîtrisais pas parce que j'étais en alternance, ça faisait 1 an que je connaissais de l'immobilier, c'est tellement vaste qu'il y a plein de choses que je ne connaissais pas. Et quand je te vois toi investir juste un peu par ego, je me dis mais il est fou, il y a plein de trucs à regarder, machin, etc. Mais ça, on en parlera sur la suite du podcast, mais ça m'a suivi jusqu'à aujourd'hui encore. Bien sûr. C'est-à-dire que parfois ça m'a été extrêmement positif et parfois ça conduit aussi vers des belles galères, des belles erreurs que tu peux faire, etc. Mais pareil, quand je prends le recul maintenant depuis ces 7 années où je fais ça, un peu ce que tu dis, j'ai tendance à foncer un petit peu parfois. En fait, je me dis que forcément dans le lot tu te trompes, mais au final, si j'avais été plus frileux, franchement, j'aurais certainement rien fait. Aujourd'hui, c'est pas grave, mais j'aurais été encore dans ma situation de l'époque. Ça, je l'ai compris. Je l'ai compris quand j'ai perdu de l'argent sur la voiture que je devais acheter, la Mini, où j'avais perdu 3 000 euros, alors que je devais en gagner 3 000. Et c'était l'économie, c'était ce qui me restait sur le compte en banque, tu vois. Et peut-être 2 ans plus tard, je me suis rendu compte que, parce qu'à l'époque, je me dis putain, tu te fais chier, il y a des mecs qui ils entreprennent pas, etc. Ben, finalement, toi, à te louper, tu perds de l'argent par rapport à ces gens. Et en fait, j'ai compris plus tard que tu as la personne qui entreprend, donc ça monte, ça descend, ça monte. Et c'est un peu comme la bourse et l'IMO avec le temps. Et ben, oui, tu redescends, tu montes, mais tes réussites sont quand même plus élevées que tes échecs. Et ce qui fait que tu t'élèves. Là où la personne ne fait rien, et ça reste comme ça. Ouais, et en fait, au début, ça me dépitait d'avoir des échecs. Et après, quand j'ai compris que ça faisait partie du chemin, en fait, je me suis dit, c'est normal, c'est OK. Et au contraire, qu'est-ce que je peux en tirer de cet échec pour ne plus le faire, tu vois? Et après, c'est comme par exemple notre maison aux États-Unis qu'on a achetée, sur lequel on a perdu 15 000 euros chacun. C'est un gros échec, on a perdu de l'argent, mais sans cet échec-là, on n'aurait jamais fait une grosse réussite qui est un investissement à Bali. Qu'est-ce qu'on en retire sur cet investissement aux États-Unis? C'est qu'on est passé qu'avec des interlocuteurs qui ne parlaient pas français, on ne s'est pas déplacé. Et peut-être qu'il n'y aurait pas eu les États-Unis. C'est pas impossible que la Pologne ne se déplace pas. C'est sûr. Et tu fais la transition un petit peu sur ça justement et sur tous les projets qu'on a enchaînés derrière. Moi, je trouve que c'est une des phases qu'on a eues dans notre parcours que j'ai préférée. C'est vraiment la phase 2019, 2021, 2022, 2020. Juste avant qu'on crée mon plan IMO, où là, il y a eu une période faste en termes d'investissement immobilier. Les conditions bancaires étaient exceptionnelles. Moi, j'étais installé en tant que prof. Toi, tu étais agent immobilier. Et pour autant, très différents. Mais on a enchaîné différents projets. Et autant nos projets, on en a déjà parlé un petit peu sur les réseaux sociaux. On a tourné d'autres vidéos d'ailleurs sur nos différents projets. Tu pourras aller les voir sur notre chaîne YouTube. Mais ce que je veux retenir, c'est à quel point nos tempéraments différents nous ont emmenés vers des stratégies d'investissement différents. Parce qu'on réalise les 2 premiers en 2017, 2 petits appartements, ensuite j'achète ma résidence principale. Mais après, quand on a décidé vraiment de remplacer nos revenus définitivement d'agent immo et de prof par des revenus immobiliers, ça a été pas la guerre, mais c'était de la bonne ça a été de la bonne concurrence pour se challenger mutuellement pendant 2 ans, où en fait tous les 3 mois j'avais l'impression qu'on achetait quelque chose, soit toi, soit moi, soit ensemble, et ça a été un peu ça. En fait, cette phase, ça a vraiment été parce qu'on a investi en 2017, ensuite on s'est calmé pendant 2 ans parce que... Moi en 2018 j'ai acheté ma résidence principale, toi t'as fait une année... Voilà, moi en fait j'étais en alternance, donc fausse croyance ou non, mais je pouvais pas investir dans mon appart, dans d'autres appartements, j'étais pas encore en CDI, enfin bref. Donc du coup, j'investissais pas. Mais j'avais toujours cette envie. Et c'est vrai, quand on s'est commencé à investir, c'est là où on s'est vraiment fait un réseau, que ce soit au niveau de la banque, que ce soit au niveau des artisans, que ce soit au niveau des agents IMO. C'est vraiment là où tout a explosé. Et c'est à moi, à ce moment-là, je me prenais
presque pour un baron de l'IMO. Toi, t'investissais, moi j'investissais. il y a Toi, eu une t'as fait période. cette stratégie. Moi, j'ai dit, allez, je vais tester cette stratégie. J'ai plus l'ordre, mais je crois que vraiment Moi, je l'ai, hein. en 2019, j'achète mon immeuble de rapport. T'achètes ton en immeuble de premier, rapport, j'achète une un immeuble colocation, de 5, tu fais la coloc. puis j'achète un appartement étudiant. Ensuite, L'été, on va à Bali. Je vais voilà, à Bali avec notre père et on signe la villa à Bali. on signe la villa à Bali. Moi, fin d'année de cette année-là, 2019, je signe ma résidence principale sur laquelle j'ai fait une belle plus-value ensuite de plus de 60 000 euros. Fin d'année également de 2019, on signe notre maison aux États-Unis. Investissement hyper rentable pour l'occasion. Donc, on signe l'investissement aux États-Unis qui se passe mal. Après, il y a Covid, début 2020. Après, je fais mon deuxième immeuble. J'enchaîne avec le deuxième immeuble aussi. C'était pendant le Covid? Juste avant. Juste avant le Covid. Avant le Covid, ouais, bien Ok. sûr. Avant le Covid. Donc voilà, en fait, il y a eu vraiment un ping-pong et où moi, en fait, mon tempérament un petit peu plus scolaire, un petit peu plus conventionnel d'Alex m'a amené vers des stratégies plus classiques. Immeuble de rapport, location longue durée, traditionnelle, nu ou meublé. En gros, c'est ça, moi, qui m'a permis de faire un bien gros sûr. bond en avant avec un immeuble de 5, un immeuble de 8. Pas trop de travaux. Pas trop de Du rafraîchissement. Exactement. Des travaux moins techniques qui nécessitent moins de projection, etc. Exactement. Et toi, pour le coup, coloc, Tout refait. des travaux beaucoup plus conséquents sur ta résidence principale. Et je trouve que c'est vraiment significatif. On a été et c'est pour ça aussi que c'est intéressant pour les gens de comprendre que tu peux être scolaire, peut-être un petit peu plus scolaire, un profil plus conventionnel comme moi, et être un profil un petit peu plus visionnaire, un petit peu plus filou comme toi. Et pour autant, en fait, il y a des projets pour tout le monde. Exactement. Parce que quand tu te lances dans l'IMO, tu peux rénover une grange entière de 150 mètres carrés et tout faire tout seul, comme faire un petit Bien sûr. upstaging. Moi, et je me faire suis rendu faire compte avec le temps, j'aime bien tout ce qui est beau, j'aime bien le luxe, j'aime bien les belles choses. Et en fait, je me suis rendu compte que même avec l'immobilier, j'aimais bien créer. Tu vois, alors, je le fais, c'est parce que c'est rentable, mais je préfère avoir un bien qui est rentable, mais qui est aussi joli. Tu vois. Et ma colocation, c'était ça. Ma colocation, je l'ai désossée complète. On a tout détruit. On a cassé les cloisons. On l'a mis à nu en plateau. Mais après, j'ai fait venir une archi d'intérieur. On a fait des beaux plans. On a tout respecté. On a fait une belle décoration. Ma résidence principale, pareil. J'ai fait un appartement dernier étage avec terrasse tropézienne, une vue incroyable. Et il y a le côté où je voulais faire de la plus-value derrière, mais il y a aussi le côté grisant. Et c'est ce côté qu'on a retrouvé après sur les logements atypiques, quand on a commencé à faire des logements atypiques, où tu as ce côté un peu différent. Où moi, j'avoue que j'aime bien quand les gens ils rentrent chez moi. Ils me disent, wow, c'est sympa, tu vois. Et là, je me dis, ok, tu as réussi à créer un truc chez les gens. Donc, potentiellement, derrière, il y aura une belle plus-value à la revente. Et en plus de ça, c'est un appartement qui vient se distinguer. Quand les gens, tu as une personne qui te dit c'est bien, mais quand à chaque fois que les gens rentrent chez toi, ils te disent, waouh, c'est sympa. Ah oui, c'est c'est que tu as fait un truc qui vient se démarquer et qui est différent, tu vois. Donc, moi, j'ai toujours eu un peu cette vision avec l'IMO. C'est pour ça que je dis toujours, si on n'avait pas investi tous les deux ou qu'on ne s'était pas lancé là ensemble sur mon plan IMO, je pense que j'aurais fait peut-être l'immobilier de luxe en tant qu'agent immobilier. Dans des grandes villes, Paris, peut-être même Miami, j'en sais rien, aux États-Unis, etc. Non, mais c'est ça que je trouve hyper intéressant et que moi je veux transmettre vraiment dans ces podcasts où on parle plus de notre histoire. C'est ça. C'est vraiment qu'on peut être complètement. Parce qu'on est vraiment complètement différents. On n'est jamais d'accord. Vraiment. Non, mais on n'est jamais d'accord et surtout, on a fait des projets différents séparément. Enfin, c'est ça qui est paradoxal. Bien sûr. Que même si aujourd'hui, parce qu'on n'a jamais été aussi proches qu'aujourd'hui, parce que pareil, les gens peuvent peut-être se dire, aujourd'hui on passe beaucoup de notre temps ensemble, mais quand tu étais agent IMO, que moi j'étais prof, c'était complètement différent. On n'était pas du tout toujours fourrés ensemble. Donc voilà, on a pris des chemins différents qui nous ont au final, par le hasard, un petit peu réunis. Mais donc, 2019-2021, phase qui nous a permis vraiment d'exploser. Et ensuite, on a quand même réussi à avoir de gros objectifs immobiliers avec les différentes plus-values qu'on a fait, avec le cash flow qu'on a accumulé. Et là, si je te posais la question, est-ce que toi, tu arrives à te rappeler, j'ai ma petite idée, comment ça nous est venu, et à quel moment, toi, tu t'es dit dans ta tête, on va se mettre à notre compte, on va quitter notre job d'agent immobilier, de prof de PS. Moi, je sais à peu près un petit peu. Mais voilà, de ton côté, comment c'est venu un petit peu dans ton esprit l'idée de basculer de l'autre côté sur l'entrepreneuriat et d'arrêter nos anciennes carrières? C'est venu deux choses déjà. C'est que toi, je me souviens que tu étais bien emballé. Pour le coup, c'est toi qui avais bien cette. C'est la petite idée que j'avais en tête. Voilà, cet aspect de vouloir le faire. Il y avait le côté où on avait investi dans l'immobilier, ça intéressait les gens nous posaient des questions. On avait fait, pendant le Covid, on avait fait des coachings et les gens avaient adoré. Donc, Oui. il y avait cette partie où les gens voulaient qu'on leur apporte de la valeur, tu vois. Et on se sentait légitime aussi par rapport à notre parcours, de ce qu'on avait pu faire. On commençait à avoir une vraie compétence en immobilier. Ce qui fait qu'on s'est dit, moi j'ai toujours eu cette envie de liberté, j'ai jamais voulu travailler pour un patron, donc il a fallu. Souvent les gens te disent oui, mets-toi à ton compte, etc. Moi je trouve que c'est bien dans un premier temps d'aller travailler chez quelqu'un, voir les process, voir un petit peu aussi ce que c'est le monde du travail, parce que tu as certaines personnes, et toi par exemple qui étais prof, tu n'as jamais travaillé dans une entreprise privée et ça s'est ressenti après Bien sûr. dans l'entrepreneuriat. Donc je pense que
c'est important d'aller d'abord dans une boîte, voir comment ça se passe et l'envers du décor d'une société pour après monter ta structure. Ça ne veut pas dire que si tu montes une boîte à 18 ans que ça ne va pas marcher. Mais je sais que nous, on s'est monté quand même assez tôt, assez jeune. Moi, j'avais 22 ans, tu en avais 25. Ouais. On a fait énormément d'erreurs. Mais encore une fois, avec le travail, avec la détermination, en se lançant, tu vois, moi, c'est aussi un véhicule qu'aujourd'hui, je suis assez fier de partager et que j'ai envie de partager aux gens. On n'a pas réfléchi à l'époque. On n'a pas réfléchi et surtout, on n'est pas compétent. Si tu veux, que ce soit dans l'immobilier de base, on n'est pas compétent. Dans l'entrepreneuriat, on n'est pas compétent. Pourtant, aujourd'hui, on est là, on y arrive. On y arrive. À notre modeste valeur, on a c'est pas qu'on n'est pas compétent, mais c'est qu'on n'avait pas moi, je connais des gens aujourd'hui. Dispositions là-dessus. Je connais des gens aujourd'hui qui ne se lancent pas. Moi, j'ai des amis à moi dans l'immobilier, dans le bâtiment. Ils sont beaucoup plus compétents que moi. Par contre, ils n'ont jamais acheté un bien. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se lancent pas. Et j'en parlais avec un ami hier au restaurant qui, lui, est dans l'entrepreneuriat. Il me dit, je sais ce qu'il faut faire. Je vois des gens le faire, mais je ne l'applique pas. Tu vois ? Et nous, on est l'opposé de ça. C'est que nous, on voit un truc, on le fait. C'est pas compliqué, on se pose pas de questions. On veut investir, on le fait. On veut entreprendre, on entreprend. Bon, par contre, tu te loupes. Tu fais plein d'erreurs, tu perds de l'argent, t'échoues, etc. Et si ça peut aider un peu certaines personnes des fois, je pense que parfois, il ne faut pas se poser de questions. De toute façon, part du principe que ça va être chaotique. T'investis et t'entreprends. C'est pas le chemin conventionnel. C'est dur. Mais c'est normal. C'est normal qu'il y a des choses qui se passent, qui vont bien se passer, des choses qui vont moins bien se passer. Mais si tu es prêt à accepter ça, derrière, tu auras des résultats. C'est mathématique. Donc, par contre, oui, c'est les montagnes russes. Toi comme moi, des fois, des matins, on est déprimé. Par contre, il y a des matins, t'es super content, tu vois. Et ça, je trouve que c'est assez lié à l'investissement immobilier et à l'entrepreneuriat. Exemple, regarde, rapide, et après je te laisse la parole. Tu prends une réservation sur Airbnb. Là, hier, c'était jour férié, c'était 1er mai. Je ne sais pas si tu as vu, dans tous nos biens, on a pris 5 réservations. Je me suis dit, waouh, par contre, il y a des jours où tu n'as pas de résa. Et là, tu te dis, ça ne marche plus, etc. Tu vois ? Alors que la veille, tu as pris 5 résas. Donc, c'est ça, faut être capable de ça. Au même titre que un matin, il y a un voyageur qui te dit il y a un truc cassé dans l'appart. Et là, tu te dis putain. Et par contre, pendant un mois, il n'y a rien qui se passe. Et là, tu te dis c'est incroyable, etc. Tu vois ? Et bon, du coup, tu vois, moi, j'ai partagé pas mal de choses sur ma personnalité, sur ce que je pense, etc. Et moi, j'ai envie de savoir. Je pense que moi aussi, j'ai besoin de savoir. Et les gens ont besoin de savoir. Tu as un parcours qui était beaucoup plus conventionnel. Tu as switché. Aujourd'hui, tu es entrepreneur, tu es investisseur. Et qu'est-ce que tu penses ? Quelle est ta. Moi, je sais. Il y a des choses que je sais, mais il y a des choses aussi qui sont encore un peu floues pour moi sur qu'est-ce que vraiment tu as envie. Parce que moi, je sais que j'ai toujours voulu croquer le monde, j'ai voulu gagner beaucoup d'argent, avoir de la liberté, qu'on me fasse pas chier clairement et que je dise ok, ça je l'ai fait tout seul, personne ne m'embête. Mais toi, c'est venu d'un côté au début de challenger, tu es quelqu'un de très compétitif, mais en fait, c'est quoi qui t'anime exactement dans ce qu'on peut faire, ce qui t'animait en tant que professeur de PS et ce qui aujourd'hui t'anime aujourd'hui en tant qu'investisseur, entrepreneur et par rapport à la vision que tu as de la vie. Pour te donner un exemple un peu concret qui va t'amener un petit peu sur ce que je ressens aujourd'hui, c'est que prof de PS que je faisais avant, par exemple. J'ai toujours su que je voulais faire ça quand j'étais gamin, si tu t'en rappelles, même quand j'étais ado, ça a toujours été tracé. Parce que je pense que c'était à 100% fait pour moi. Ça me correspondait. J'adorais le sport, j'adorais les enfants. Naturel. Et j'étais pour le coup comme un poisson dans l'eau, dans ce milieu. L'immobilier, puis l'entrepreneuriat, et même toi, parfois, ça te fait sourire quand tu me vois dans un appartement avec les travaux, etc. C'est moins naturel. C'était moins naturel. Ça l'est aujourd'hui beaucoup plus parce que j'ai de l'expérience, mais c'était moins naturel. Moi, j'ai l'image des artisans, des fois, qui te parlent et qui se disent mais putain, mais c'est lui qui a acheté un appart et c'est lui qui me dit ce que je dois faire. Et je les vois dans leur regard se dire mais putain, mais le mec, je pense que pareil, tu as cassé les fausses croyances de pas mal de personnes parce que les artisans se disaient mais putain, mais si lui il investit, mais qu'est-ce que je fous quoi. Aujourd'hui, c'est ça qui m'anime. C'est ce que j'apprécie, c'est vrai, c'est ce challenge et qu'on puisse se dire il a rien à foutre là où c'est pas du tout mon monde et pour autant y arriver peut-être plus que d'autres personnes. Aujourd'hui, moi, mon moteur, c'est souvent la compète. C'est souvent la compète, en tout cas, qui me permet de continuer aujourd'hui, tu vois, d'avoir fait de l'IMO, d'en faire encore plus, d'aller sur d'autres projets. Avec toi, mon plan IMO, pareil. On a passé 2 ans où c'était quand même pas évident. Bien sûr. Vois, ce qui nous tient, ce qui me fait continuer à l'époque, c'est la compète. C'est la compète, le challenge et se dire, putain, j'ai pas envie de lancer un projet et de me planter. Mais il y a aussi un truc, différent, c'est que moi, ça m'anime, j'aime travailler, j'aime entreprendre. Et toi, je sais que c'est un peu différent. Toi, c'est plus... Moi, c'est un véhicule. Voilà. Moi, c'est un moyen. C'est important de... l'immobilier et l'entrepreneuriat aujourd'hui, pour moi, c'est des véhicules. C'est pour atteindre mon objectif ultime, qui est pour moi, qui a toujours été, c'est d'avoir une vie de famille, d'avoir du temps, de l'argent, mais avec le côté un petit peu moins
ambitieux naturellement, d'argent, de luxe, de parce que t'es de démesure. t'es quelqu'un de que beaucoup par plus moment simple. tu peux avoir. Voilà, je suis quelqu'un d'un petit peu plus simple, sans que ce soit positif ou négatif, mais Non, quelqu'un mais- de plus simple. Et moi, c'est vrai que je dis toujours, je passe ma journée entière sur un terrain de paddle, je suis le plus heureux du monde. Voilà, j'ai pas besoin de plus avec potentiellement ma femme et mes 2 enfants le Et- soir, je suis très heureux. Voilà. Et toi, qu'est-ce qui te, on va dire, qu'est-ce qui t'embête le plus en manquant d'argent? Parce qu'en gros, en soi, la liberté, tu l'avais en étant prof de PS. Oui et non. Tu bossais 17 heures par semaine. J'étais pas libre. J'avais du temps, mais j'étais pas libre. C'est ce que je dis, c'est la grosse différence. C'est-à-dire que être libre, c'est de pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux. À l'époque, je pouvais pas le faire. Je pouvais pas faire ce que je voulais quand je voulais. J'avais du temps. Attention, je me plains pas. C'était une qualité Oui, de vie bien qui sûr. était exceptionnelle par rapport Je m'en souviens. Hein. à ce que plein de personnes peuvent vivre au quotidien. Mais j'étais pas libre. Et donc en fait, ce qui me dérangeait à l'époque, c'était à la fois ce côté un petit peu liberté de pas pouvoir faire ce que je veux quand je veux, qui a commencé à me titiller un petit peu, mais c'est surtout aussi que, et ça je l'ai découvert en étant prof, et que je pensais pas avoir en moi, c'est le manque d'argent entre guillemets, et le fait, j'avais envie d'autre chose pour le futur, et en fait j'étais quand même assez angoissé, c'est-à-dire que moi déjà je veux, mon rêve entre guillemets, mais c'est d'avoir une vraie vie de famille, d'avoir des enfants, voilà, et de pouvoir subvenir aux besoins de tout le monde. Je me suis dit, Anto, avec 1 800 € par mois. En fait, on peut se dire que je le pensais quand je faisais les études, etc. Mais non. Ouais, mais je me en fait, souviens que Gibbs Gap, quand t'es vraiment arrivé dans la vie active, en fait, En fait, j'étais dans une bulle. Parce que tu es dans tes études, tu es matrixé un petit peu, tu tabasses, etc. Je voyais rien d'autre en fait. Pendant 5 ans, j'ai été dans un mood focus, concours, etc. Et après, tu débarques dans la vie active. Et comme tu dis, la différence entre les profils scolaires et les profils un petit peu plus terrain, etc. Sauf que toi, tu avais peut-être déjà anticipé, que tu avais déjà en tête, tu vois. Et moi, en fait, ça m'a un peu tombé dessus quand j'ai été prof. Je me suis dit, ok, 1008, tu vis à Saint-Étienne. J'avais acheté mon premier appart, ma résidence principale à l'époque avec mon Je m'en ex-compagne. Tu fais tes petits calculs. Tu vois qu'il reste pas grand-chose. Tu te dis, putain, mais je suis pas parti cet été, 15 jours, il y a les cadeaux de Noël. En fait, tout est compliqué. Oui. En fait, tu comptes tout. C'est ça qui me saoulait aussi, c'est que... Et le peu de choses que tu fais, tu le fais pas avec l'esprit libéré parce que t'es quand même en train... Tu pars une semaine, peu importe où tu pars, tu es quand même en train de compter tous les jours ta dépense, le resto, est-ce que tu prends le poisson, est-ce que tu prends le machin. C'est pas la fin du monde. Il n'y a rien de pire au restaurant mais- de se mais- dire qu'il y a une bonne viande de bœuf, elle coûte 50 €, et à côté, il y a un plat de pâtes à 1 €. Et ça, je pensais pas avoir ce côté-là, tu vois. Mais quand j'ai été prof, ça s'est développé. Et en fait, je pense que l'investissement IMO est un premier déblocage. C'est-à-dire que je pense que j'avais une ambition un peu enfouie qui était jamais sortie parce que j'étais dans un cadre, l'entourage, etc. Tout faisait que j'allais pas forcément aller vers cette voie. En fait, je pensais pas que c'était possible, en fait, d'aller plus haut, d'aller plus loin. Oui. Dans Oui, ma tête, alors- c'était inenvisageable. Et ça, c'est intéressant parce que moi, petit, je me suis toujours dit, et je le dis toujours à mes amis, à mes proches, etc., il y a des gens qui sont millionnaires, il y a des gens qui sont même milliardaires. Tu as des enfants, c'est des héritiers d'eux, etc. Mais il y a bien une personne qui a créé cette fortune. Il y a quelqu'un qui est devenu riche à un moment. Et je me suis dit, cette personne, elle est comme toi. Je veux dire, elle n'est pas née avec un sac d'argent sur la tête, etc. Et moi, je me suis toujours dit, oui, c'est possible de s'acheter une Rolex. Oui, c'est possible d'avoir une Lamborghini. Oui, c'est possible d'avoir un manoir. Tu vois ? Attention, je n'ai pas dit que c'était facile. on les a pas. Et j'en suis loin. Moi, j'ai déjà la montre, je suis content, mais le reste, c'est loin d'être ça. Mais je me suis dit, c'est possible. Alors que toi, c'est vrai. Et je m'en suis rendu compte qu'il y a plein de gens comme ça, ils se disent, c'est pas possible. Et alors, C'est pas que tu te dis que c'est pas possible, je pense, mais c'est que tu le réalises. En fait, il faut qu'il y ait une connexion qui se fasse à un mais moment pour toi, donné sur un déclic. Pour toi, c'est comment dire, c'est l'économie qui veut ça, c'est l'environnement dans lequel tu vis. Moi, je pense que c'est l'environnement, c'est sûr. C'est l'environnement, c'est ce que tu regardes à la télé, c'est les gens que tu fréquentes au collège, au lycée, c'est les discussions que tu peux avoir à table en famille, c'est c'est tout un ça. peu- C'est vrai que c'est un peu vrai, parce que quand tu commences à investir dans l'immobilier, les gens ils comprennent pas. Mieux maintenant, c'est un peu plus développé, mais nous, moi en 2017, les gens ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Et j'ai remarqué aussi souvent que quand tu es à contre-courant des gens, c'est là où tu es dans le vrai. Quand moi j'ai investi dans mon premier appart en atypique, les gens ils me disaient, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Aujourd'hui, les gens s'y intéressent. Et demain, dans 10 ans, ça sera trop tard. Et c'est là où les gens se diront, ah bah faudrait peut-être que je fasse de l'atypique. Tu vois? Et c'est ça un petit peu dans tout. T'investis dans l'immobilier, c'est pas le bon moment. Et moi, tous mes potes, ils me disaient, mais Alex, si j'avais su, j'aurais investi quand t'as investi. Aujourd'hui, les taux, ils sont trop hauts. Aujourd'hui, nous, on continue d'investir. Et c'est ces mêmes personnes qui aujourd'hui n'investissent pas parce qu'ils n'avaient pas investi à l'époque. Les taux étaient bas, donc ils n'avaient aucune raison de ne pas investir. Aujourd'hui, ils te trouvent l'excuse de « aujourd'hui, les taux ils sont trop hauts ». Et c'est les mêmes personnes dans 5 ans, malheureusement, qui n'investiront pas parce qu'il y aura encore une autre excuse. Tu vois ? Et c'est ce qui fait que, quand je dis souvent que nous, la seule compétence qu'on a, c'est qu'on fonce, c'est un peu ça. Et je pense qu'il y a aussi cet environnement où les gens, ils sont en effet bloqués, il y a peut-être en effet ce manque de dire que ce n'est pas possible, je pense. Mais oui, en fait, moi, ce que j'ai ressenti, et ce qui a tout changé,
c'est quand tu as la sensation d'avoir les cartes, que tu connais les cartes pour pouvoir y arriver. Ça veut pas dire que tu vas y arriver, mais ça veut dire que tu connais potentiellement le chemin. Quand le chemin, tu sais pas quel chemin tu peux prendre pour y arriver. Mais en fait, Oui, c'est vrai. moi, le seul chemin que je connaissais, c'est passer un concours pour être prof de PS, gagner 1 800 € par mois et avoir un certain chemin de vie. Et encore une fois, je l'aurais pris, j'aurais été très heureux aussi. Et c'est à partir du moment où j'ai investi dans l'immobilier, tu commences à te rendre compte que tu peux générer des revenus différemment, etc. Que tu te rends compte avec les réseaux sociaux aussi, YouTube, que tu commences à regarder des vidéos de différentes personnes, etc. Où tu vois qu'il y en a aussi qui entreprennent, qui se lancent, qui arrivent à faire certaines choses sympas. Et bien tout doucement, dans ton cerveau, dans le mien en tout cas, ça a commencé à mûrir, à planter une petite graine. Et après, au bout d'un moment, tu as une sorte de déclic un petit peu de dire ok, j'y vais, on va tenter. Et moi, voilà, ça a réveillé cet aspect un petit peu compétiteur pour y aller, quoi. Mais ce que je trouve aussi super, tu vois, pour revenir sur un sujet un peu différent, c'est que ok, on a eu des chemins complètement différents, toi et moi. On a fait des projets IMO différents, on a fait des études différentes, on pense différemment, on aime des choses différentes. Mais sur mon plan IMO, aujourd'hui, on s'est quand même retrouvés. Et nos différences font quand même, je pense aussi, en partie notre force. On a eu du mal à le trouver. Ça a été long, au tout début sur mon plan IMO. Mais aujourd'hui, je pense que tes compétences un petit peu, on va dire, de visionnaire et toutes les compétences dont on a parlé pendant ce podcast, et moi, un petit peu aussi, mon côté fonceur parfois, et certaines compétences que j'ai pu développer aussi, font qu'aujourd'hui, on a quand même réussi à faire un cocktail plutôt sympa qui fonctionne bien. Et dans tous les cas, que tu investisses ou que tu entreprends avec quelqu'un, si j'ai bien un truc que j'ai compris, ça sert à rien d'investir ou d'entreprendre avec un profil qui est comme le nôtre. Parce que ça sert à rien. Il faut investir, entreprendre avec des personnes qui sont complémentaires. Tu vois, moi aujourd'hui, je suis content de m'appuyer sur toi, sur des tâches sur lesquelles je suis moins bon ou bien même j'aime pas. Tu vois, et toi, à l'inverse, tu sais qu'il y a des tâches sur lesquelles je suis meilleur, et ça te rassure dans un projet. Parce qu'entreprendre seul, c'est pas toujours évident. Je pense que ça a été une force, nous aussi, d'investir. À la fois, on s'est challengé, mais à la fois, on a fait des projets seuls et on a fait des projets en commun. On se demandait des avis, on se tirait vers le haut. Et souvent, au repas de famille, on saoule tout le monde parce qu'on est là, on se parle tout le temps, etc. Et les gens, limite, ils se disent, mais ils rendent fous, tu vois. Et c'est un peu le même truc quand tu commences à investir dans l'immobilier. Et on le voit, nous, par rapport aux personnes qu'on accompagne. On a un besoin d'échanger ensemble. Ils ont un besoin d'échanger dans le groupe avec les autres parce que qui mieux qu'une personne qui vit la même chose que toi pour te comprendre. Et nous, en fait, on a toujours extrêmement... Il faut le vivre pour le comprendre. Voilà, on a toujours extrêmement bien parlé tous les deux parce qu'en fait, on vivait la même chose. Et quand tu investis dans l'immobilier, tu vois, nous, tous les investisseurs qui investissent dans la typique aujourd'hui ou même dans d'autres projets immobiliers, on fait nos rencontres dans toute la France, tu vois. Je sais qu'ils sont refaits d'y aller parce qu'ils savent que, tu vois, Virginie, elle va parler avec Franck, même Damien, tu vois, qui aujourd'hui travaille avec nous. Mais t'es content parce que t'intègres un cercle de personnes qui pensent comme toi. Mais ça marche dans tous les domaines. Que tu sois dans le médical, que tu sois dans le sport, etc. En fait, t'as besoin de discuter et d'exprimer et de discuter avec des gens qui ont les mêmes ressentis que toi, qui traversent les mêmes galères ou les mêmes victoires, les mêmes succès. Ça, c'est sûr. Et c'est la puissance du réseau. C'est pour ça que je te disais que l'environnement tout à l'heure, je pense que c'est quelque chose qui joue beaucoup. Qui est super important, c'est clair. Bon, et du coup, pour finir ce podcast avec une ou deux dernières questions qui sortent un petit peu du cadre de tout ce dont on a parlé là aujourd'hui, j'ai envie de te poser la question. Qu'est-ce qui t'énerve le plus chez moi ? Et après, je te dirai ce qui, moi, m'énerve le plus chez toi. Écoute, il y en a tellement que c'est compliqué. La première, c'est que tu parais organisé et que tu ne l'es pas du tout. Je suis organisé. Et ça, c'est horrible. T'es désorganisé au possible. Il n'y a pas longtemps encore. T'as pas vu, il y a quelqu'un qui nous a fait la réflexion au paddle l'autre jour. Quelqu'un qui dit Manto, il a l'air hyper organisé. Ouais, exactement. Alors que c'est tout l'inverse. Donc, t'es pas organisé. T'oublies tout. Tu notes rien. Je suis un peu comme ça, mais t'es encore pire que moi. Des fois, t'es un peu pénible parce que tu t'énerves jamais. Donc, il y a un côté qui est cool parce que ça pète jamais entre nous deux, mais des fois, on a envie de te secouer. Souvent, les gens me demandent si ça pète entre nous, etc. Ouais. Mais c'est grâce à moi que ça pète. Ah bah bien sûr. Moi, j'ai un tempérament beaucoup plus... voilà, je suis plus chiant, je suis plus caractériel, etc. Toi, tout te passe dessus. D'ailleurs, quand à l'époque, il y a un artisan qui t'avait pas payé, qui t'avait mis une douille... t'avais rien dit, ça m'avait impressionné d'ailleurs, j'ai été choqué. Voilà, mais vraiment, ce qui me dérange, c'est ça, c'est vraiment que t'es pas organisé. Je pense que c'est le pire, c'est vraiment le plus chiant. Ça, c'est le plus chiant. Et moi, c'est quoi qui te dérange C'est quoi qui te dérange le plus chez moi ? Je pense qu'il n'y a pas grand chose. Moi, en fait, je suis omnubilé par une chose, en fait, de toute façon, que tu connais très bien. C'est-à-dire que je pourrais passer des heures et des heures à développer plein de sujets, mais si déjà, une fois dans notre vie, tu arrivais à faire quelques petites concentrations sur ton orthographe, franchement, je serais déjà le frère le plus heureux du monde. Ok, on lance les débats. Est-ce que pour vous, quand on vous parle d'immobilier et d'entrepreneuriat, c'est important
vraiment, vous nous le dites en toute franchise, que la personne ne fasse aucune faute d'orthographe parce qu'on a vraiment un gros conflit avec Anthony. Non, c'est un énorme conflit. Je vous le dis, conflit. je l'aime, c'est mon frère, on fait de l'IMO ensemble, on entreprend ensemble, il a plein de qualités, mais il me rend fou. Je te le dis, tu me rends dingue à faire des dingueries comme ça en story, sur tes posts, etc. Je ne sais pas comment c'est possible d'avoir ce niveau. C'est le podcast confession en fait. En fait, j'aimerais que les gens puissent voir ma tête lorsque je suis en train de passer une journée qui se passe plutôt bien, ou encore pire quand c'est une mauvaise journée, que je prends mon téléphone, que j'actualise les stories, mon plan IMO, et que je tombe sur ce que j'appelle une pépite à la Alex. Ok, non mais vraiment, dites-nous dans les commentaires si pour vous c'est important quand une personne vous parle d'immobilier et d'entrepreneuriat qu'elle fasse des fautes d'orthographe. Voilà. Moi j'ai ma vision des choses où aujourd'hui je suis pas là pour vous parler je suis pas prof de français, hein, attention. Et au contraire c'est un peu un combat que j'ai à te dire, bah écoute je sais pas écrire et je suis très honnête avec vous. Par contre, tu sais, je ne sais pas écrire mais c'est possible de faire des choses dans la vie et de gagner de l'argent. Voilà. C'est un petit peu mon combat. Anthony a le sien qui est une vision qui est totalement différente. Donc, mettez-nous dans les commentaires si pour vous, c'est important ou pas, quand tu parles d'immobilier et d'entrepreneuriat, de ne pas faire de faute d'orthographe. Et en fonction, franchement, je ferai des efforts si vraiment et ça, c'est un ça format, vous pique. C'est un format qu'on pourra garder là. À chaque interview, podcast comme ça, on pourra se dire une chose qu'on adore et qu'on déteste chez l'autre. Ouais, exactement. Et pour finir sur une note plus positive, parce que bon, on s'apprécie quand même un petit peu, ça va, on arrive à se supporter. Ouais. Tu dirais que si tu devais sélectionner 2-3 valeurs communes vraiment fortes, tu vois, qu'on a eues et qui nous ont liés malgré toutes ces différences dont on se charrie parfois, voilà. Si toi, spontanément, je devais te dire, voilà, sors-moi 2-3 valeurs communes qu'on a ensemble. Je t'en propose que j'en dise une. Qui nous a emmené là aujourd'hui. Et que t'en dises une autre, tu vois. Moi, j'ai le premier, c'est famille. Hein. C'est pas pour rien qu'on travaille en famille. Je sais pas si t'en as une autre, toi. Ah ben, si, moi, la valeur familiale, déjà, ce que tu dis, c'est un ancrage hyper important. Voilà. Ensuite, je dirais éthique. Quand même, malgré tout, moi je sais que c'est un truc que j'ai toujours en tête dans tout ce qu'on fait au quotidien, c'est jamais parfait. Mais dans les relations qu'on a avec les gens, avec nos collaborateurs, dans les projets immobiliers qu'on a réalisés, dans l'accompagnement qu'on propose aussi aujourd'hui au sein de mon plan IMO. Regarde, au niveau de l'accompagnement, on sait le prix que ça a, mais on a une valeur qui est nettement supérieure à ce qu'on propose aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment notre côté qu'on a toujours eu. Et puis même dans la manière de parler, moi je mets toujours un point d'honneur, c'est toujours quelque chose qui m'a paru être important. Tu sais, juste de sourire, d'être bien élevé, positif. Bien évidemment, mais positif. En fait, sourire, être positif, être de bonne humeur. En fait, pouvoir amener les gens aussi dans un bateau et une spirale un petit peu positive. Moi, c'est un truc qui me plaît, qui m'a toujours parlé depuis que je suis gamin. C'est voilà de. Et moi, je dirais un dernier point, c'est liberté. On a toujours eu envie de liberté, de pas dépendre. Et ça a été assez commun. Toi, peut-être plus tard ou différemment, mais voilà, vraiment avoir cette liberté d'aller à Bali. Et toi, cette volonté de liberté, elle vient d'où, tu penses ? Je sais pas, j'aime pas avoir une sorte de cadre à me lever à 8h, devoir partir à 17h, ça m'angoisse. Moi j'aime bien, j'ai envie d'aller au supermarché à 5h, je vais au supermarché. Je veux aller au cinéma à 2h de l'après-midi. Mais c'est juste une envie, tu vois, un truc interne. Ouais, c'est que en fait, c'est pas que j'aime pas les règles, j'aime les règles, il faut des règles, mais déjà, je te parle un truc bête, mais t'as un métier conventionnel, tu te lèves à 8h, tu viens à 17h. Là aujourd'hui, je suis venu à 8h30, je me suis tapé des bouchons. Et en fait, ça me fait chier parce que si je viens à 10h, il n'y a pas de bouchon. Et ben voilà, ça c'est un truc où je me dis, parce que tu as ton horaire de bureau, faut venir à 8h30, donc tu te tapes des bouchons. Tu viens à 10h, tu n'as pas de bouchon. Et moi, c'est ça que j'aime. C'est de me dire, je vais adapter mon rythme à ce que je me fasse le moins chier possible. Et ça, j'aime bien, tu vois. Vraiment, tu vois, c'est con, mais si j'ai pas envie de me taper des bouchons. Je vais au supermarché, j'ai pas envie de regarder tout n'importe quoi je prends, ce que j'ai besoin, etc. En fait, j'aime pas m'embêter sur les choses. Demain, j'ai une envie d'aller au soleil. Je vais au soleil. Et c'est pas une question vraiment d'argent. Bien sûr, l'argent, c'est les deux sont liés. Le véhicule, c'est que demain, si tu as envie de partir à Bali, que tu n'as pas d'argent, on t'ira pas, tu vois. Mais c'est vraiment ce combo de se dire, ok, demain, j'ai envie de partir à Bali, je peux y aller. J'y vais. Et je dois pas faire ci, ça, etc. Et ça, c'est vraiment une des choses qui m'anime le plus, je pense. Et tu vois, tu parles de liberté, donc, parce que la liberté, c'est riche et varié. T'en as plein. T'as la liberté financière, la liberté géographique, etc. Moi, par exemple, quand je pense à liberté, ce qui m'a toujours animé déjà à l'époque quand j'étais prof et aujourd'hui, en fait, c'est d'être disponible aussi. Tu vois, moi, ce que je veux, c'est pouvoir être disponible. Pas pour tout le monde, mais en tout cas pour les gens qui me sont proches. C'est-à-dire que être disponible si je veux me faire plaisir à moi, être disponible si ma compagne elle a besoin de moi pour une urgence ou si elle a besoin que sur une semaine entière je sois mobilisé avec elle, que je puisse le faire. Si nos grands-parents ont besoin de nous, si plus tard, tu vois, nos parents en ont besoin, notre petite sœur, si un jour toi tu es en difficulté, que je puisse être présente pour toi aussi. Mais c'est un truc qui m'a beaucoup animé aussi. Je l'avais déjà quand j'étais prof de PS et dans tout ce qu'on entreprend aujourd'hui, j'ai aussi cette vision-là toujours de la famille qui revient et d'avoir de la disponibilité et du temps important, du temps qualitatif en fait, pas courir à droite à gauche, mais du temps qualitatif avec les gens qui nous entourent.
Exact. Et bah écoute, je pense que on a bien avancé. On a déjà bien discuté. On a dit pas mal de choses. Je pense que c'est le temps de clôturer ce beau Clôturer ce podcast. podcast qui peut être hyper intéressant, c'est que là vraiment on a lancé des sujets à la volée avec Alex, on avait préparé un petit peu le podcast avant mais rien de formel, c'était vraiment hyper chill, hyper détente. Dis-nous dans les commentaires déjà si tu as aimé ce podcast et si tu as envie qu'on renouvelle ce format et si tu veux qu'on le renouvelle, dis-nous un petit peu en commentaire les questions que tu aimerais nous poser en fait tout simplement, comme ça on pourra les recenser et en fait moi j'ai envie de te donner dans ce podcast et Alex je pense que c'est pareil, toutes les infos que tu as envie de savoir sur nous. Et vraiment de se focaliser encore une fois sur notre vision, sur le fait d'entreprendre en famille, entre frères, nos galères, donc bref, peu importe. Si tu as envie de nous poser des questions, fais-le dans les commentaires et nous avec Alex on se fera un plaisir d'y répondre dans les prochaines vidéos et dans ce prochain podcast. Exactement. Et si ça t'a plu, n'hésite vraiment pas à t'abonner à la chaîne et à nous mettre un petit like sur cette vidéo. Ça nous motive toujours plus avec Anthony à te faire du contenu de qualité. Et on te dit à très vite pour une prochaine vidéo. À la prochaine.